Cet épisode est divisé en plusieurs parties. Si vous n'avez pas vu les parties précédentes, je vous conseille de les voir pour une compréhension totale. Pour ne pas manquer la suite, n'hésitez pas à vous abonner et à me suivre sur Twitter, Facebook et Instagram. Je vous souhaite un bon visionnage. Entre les magnifiques paysages du désert américain et les histoires de cow-boys avec lesquelles nous avons grandi, il est difficile de ne pas être fasciné par le folklore de la conquête de l'Ouest. Entre vérités historiques et légendes urbaines, saupoudrées par beaucoup de stéréotypes, il est difficile d'imaginer à quoi ressemblait vraiment le Far West. Aujourd'hui, préparez-vous pour un grand voyage à travers le temps, mais surtout à travers les grands espaces américains. Partons ensemble des siècles en arrière, à la découverte de ce que l'on appelle plus communément The American Frontier, la frontière américaine. Comme nous avons pu le voir dans les parties précédentes, il a fallu beaucoup de temps pour que les États-Unis obtiennent leur taille actuelle. Au milieu du 19e siècle, le pays est devenu cette énorme étendue de terre, mais la population restait tout de même concentrée aux mêmes endroits, et il restait des immenses espaces inoccupés, quasiment vierges. Mais cela changera en plein milieu de la guerre de sécession en 1862, quand Abraham Lincoln signe le Homestead Act, une des lois les plus importantes de l'histoire des États-Unis. Une législation si importante qu'elle a changé la face du pays et a transformé sa population. En réalité, les ancêtres de près de 93 millions d'Américains aujourd'hui ont profité de cette loi. Si certaines terres de l'Ouest ont été récupérées gratuitement par les colons, elles étaient théoriquement du domaine public et devaient être achetées au bureau des terres. Avec le Homestead Act, 65 hectares seraient donnés à ceux qui cultiveront cette terre pendant 5 ans, sans condition, même s'ils ne sont pas citoyens américains, en leur donnant également la possibilité de l'acheter à un prix dérisoire après 6 mois pour ceux qui ne souhaitaient pas attendre. Une loi qui a attiré des milliers d'Européens dans l'Ouest américain pour devenir fermiers, principalement des Allemands et Scandinaves, et même quelques Français. Cette loi a existé jusqu'en 1976, et malgré les grosses difficultés qui ont pu mener à de nombreux échecs, cette loi iconique a permis de peupler l'Ouest et le Midwest, en offrant gratuitement près de 650 000 km² de terres publiques, soit 10% de la surface du pays, à environ 1,6 million de fermiers. Le mythe des grandes familles blanches et religieuses qui vivent en autosuffisance à la campagne, comme illustré dans la petite maison dans la prairie, est alors né. Un mythe qui écrase comme souvent la culture des populations autochtones. Cette avancée avec la voie de fer transcontinentale ouvre les portes de l'Ouest après la guerre de sécession, période dans laquelle le gouvernement investira de plus en plus dans le développement de l'Ouest, en y construisant des infrastructures ou en y installant des services administratifs, supprimant ainsi cette idée d'Ouest sauvage. Si la fin de la guerre de sécession est considérée comme étant la renaissance des États-Unis, cette nouvelle union ne se fera pas sans l'Ouest. Encore une fois, ce n'est pas forcément un avantage pour les Amérindiens, qui malgré leur protection dans certains territoires devront faire face à l'armée durant les guerres indiennes. Mais ça, ce n'était que le début de la folie de la possession des terres. En effet, alors que la côte Est subissait une surpopulation, peupler l'Ouest devenait de plus en plus crucial. Et si des centaines de millions d'hectares de terres ont déjà été récupérés grâce au Homestead Act, il reste un endroit qui n'avait pas été touché, l'Oklahoma. Si vous vous souvenez bien, les Amérindiens de l'Ouest avaient été déportés dans une zone censée être protégée, appelée le territoire indien, couvrant donc l'actuel Oklahoma. Dans cette zone, les Amérindiens étaient censés être indépendants du gouvernement fédéral. Mais tout change en 1887, suite à la pression de colons frustrés de ne pas pouvoir s'approprier les terres indiennes, quand les États-Unis décident de reprendre le contrôle de cette zone. En effet, le Dawes Act veut diviser les réserves et donner 64 hectares à chaque famille amérindienne, une loi qui allait complètement à l'encontre de la culture tribale des Amérindiens, les forçant encore une fois à se civiliser et vivre un mode de vie qui n'est pas le leur en vivant l'idéal américain de la propriété privée et en devenant fermier. Le Dawes Act était donc un coup fatal pour la culture amérindienne. Certains colons pouvaient alors racheter des terrains de ceux qui ne souhaitaient pas devenir fermiers, souvent en les arnaquant sur le prix. Mais une fois ces terres attribuées, le reste était considéré comme du surplus et donc destiné à l'avenir aux colons blancs, faisant perdre aux Amérindiens plus de la moitié de leurs terres. C'est en 1889 que le président décide de diviser le centre de l'Oklahoma d'une surface de 8000 km² en terrains qui pourraient être donnés toujours sur les conditions du Homestead Act.
Premier arrivé, premier servi, le 22 avril à midi, très précise. Le jour J, environ 50 000 colons affamés de terre, venus principalement d'Europe, dont certains de France comme souvent, ont attendu patiemment à la frontière. De la même manière que des accros au shopping devant le rideau de Walmart pour le Black Friday, mais qui se battront pour avoir le meilleur terrain au lieu d'une télé. Quand midi sonne, les canons sont lancés, et des milliers de colons foncent à dos de leurs chevaux, parfois même à pied, pour trouver les meilleures terres disponibles. En quelques heures seulement, Oklahoma City est fondée et atteint 10 000 habitants. Les milliers d'hectares disponibles sont alors tous occupés à la fin de la journée. Le centre de l'Oklahoma est rempli de tentes qui deviendront des habitations, des fermes ou des commerces, et les colons se mettent au travail les jours qui suivent. Certaines villes élisent même leur maire dès le lendemain. En moins d'un mois, les plus grandes villes d'Oklahoma avaient déjà leurs hôtels, leurs magasins et des dizaines de saloons autour de leur Main Street qui avait déjà poussé. S'il fallait une seule journée pour résumer la folie de la conquête de l'Ouest et l'esprit pionnier, c'est peut-être celle-ci, la journée du 12 avril 1889. Ce n'était que le premier de ce qu'on appelle le Land Rush d'Oklahoma, qui sera suivi par 6 autres jusqu'en 1895, jusqu'à ce que les Blancs deviennent majoritaires dans ce qui était autrefois censé être un territoire indien. Le plus grand a eu lieu le 16 septembre 1893, quand pas moins de 100 000 personnes ont attendu midi pour se ruer vers les terrains disponibles. Ce jour-là, plus de 3 millions d'hectares avaient été rachetés aux Cherokees, puis divisés et mis à disposition des colons pour les cultiver. Au fil des années, d'autres land rush auront lieu dans le reste des États-Unis, quand d'autres terres indiennes seront mises à disposition. À la fin du 19e siècle, presque toutes les terres sont occupées, et il ne reste que très peu à explorer. Officiellement, il n'existe plus de frontières aux États-Unis, ce qui met fin à plus de 100 ans d'exploration et de conquête. La conquête de l'Ouest semble terminée. Enfin, c'est ce que l'on pense, jusqu'à ce que de l'or soit découvert à l'ouest du Canada, en 1896. La folie des grandeurs américaines peut alors se poursuivre dans cette nouvelle terre inoccupée que l'on connaîtra comme la dernière frontière, l'Alaska. Mais ça, c'est une autre histoire sur laquelle je reviendrai plus tard. Je vous conseille bien sûr de vous abonner pour ne pas manquer cet épisode. Mais bien évidemment, ces désastres culturels et écologiques en ont dérangé beaucoup. Si pendant un moment l'Ouest n'était vu que pour ses opportunités économiques, et que tout le monde cherchait seulement à posséder des terres, certains Américains, notamment des artistes, y voyaient sa beauté unique. Des mouvements de conservation de la nature naissent au milieu des années 1800. Un des pionniers se nomme George Catlin, un artiste connu pour ses nombreux voyages dans l'Ouest américain, durant lesquels il a notamment peint des portraits d'Amérindiens. Fasciné par cette culture et par la beauté de l'Ouest, il était par conséquent inquiet par les désastres écologiques et culturels causés par la conquête de l'Ouest. Il est alors le premier à évoquer l'idée de zones protégées par le gouvernement où les humains pourraient vivre en harmonie avec la nature, un rêve qui deviendra une réalité plusieurs décennies plus tard. Au fil du temps, de plus en plus de peintres s'intéressaient à la beauté de l'Ouest, et ces tableaux ont aidé à alimenter l'idée que ces espaces époustouflants devraient être conservés. C'est pourquoi, après la guerre de sécession, le Congrès a financé plusieurs expéditions ayant pour but d'explorer les merveilles naturelles de l'Ouest et d'étudier la nature. L'une des plus notables a eu lieu en 1871, menée par le docteur et géologue Ferdinand Hayden, accompagné d'une trentaine de scientifiques et artistes, dans la région du Yellowstone. Dans l'équipe, on note le photographe William Henry Jackson. Son rôle est crucial, car ces photos ont permis aux Américains de l'Est de se rendre compte de la beauté du lieu, à une époque où la photographie était un art nouveau. Une possibilité de documenter cette expédition de plusieurs mois de manière plus réaliste que des peintures ou des récits, et permettant de réaliser l'immensité de ces grands espaces américains. En 1872, après la rédaction d'un rapport de 500 pages concernant l'expédition, demandant au Congrès de conserver Yellowstone, le président Ulysses Grant le déclare parc national, ce qui signifie qu'il est protégé et entretenu par le gouvernement fédéral, le premier d'une longue lignée. Une des figures du mouvement naturaliste, c'est John Muir, un écrivain né en Écosse, considéré comme un pionnier des naturalistes modernes. Ce dernier a beaucoup écrit sur ses voyages dans l'Ouest américain et décrit souvent la beauté de son environnement. Mais il a eu un coup de cœur particulier pour la vallée de Yosemite, au nord de la Californie. Si elle est à l'époque déjà censée être protégée par l'État californien et qu'elle est une destination touristique connue, ce n'est pas assez pour la préserver, puisqu'elle souffre toujours des activités humaines ayant lieu aux alentours. John Muir militera alors pour en faire un parc national, ce qui sera enfin le cas en 1890, puis en 1906 quand plus de zones furent ajoutées au parc. On connaît alors aujourd'hui John Muir comme le père des parcs nationaux, même si Yosemite n'était pas le premier,
en raison de son fervent engagement pour protéger la nature américaine qui en a inspiré beaucoup après lui. Ce mouvement ne s'est certainement pas éteint. Le président Theodore Roosevelt, par exemple, ami de John Muir, est lui aussi connu pour son combat pour préserver la nature. En effet, après une première partie de sa vie à s'engager pour l'environnement, il a utilisé son pouvoir à la Maison-Blanche pour créer des réserves pour les animaux, protéger des millions d'hectares de forêt dans l'Ouest, et à son apogée, a fait du Grand Canyon une réserve protégée par le gouvernement fédéral, avant que Woodrow Wilson en fasse un parc national en 1919. Depuis 1872 donc, 418 espaces naturels, historiques et culturels sont protégés par le service des parcs nationaux, afin que la beauté de l'Amérique soit conservée et appréciée, et que des millions de personnes puissent admirer sa faune et sa flore sans la détériorer. The folks who roughed it out here by stagecoach 75 years ago would be mighty astonished if they could see the motor cars swarming into the park today. They've come from all over the map, driving thousands of miles in just a few days and thinking nothing of it. Concernant les Amérindiens, une loi en 1934 a voulu revenir sur les erreurs du passé et restaurer la culture amérindienne et en leur rendant le surplus de terres possédé jusqu'alors par le gouvernement. Ici, les Amérindiens restants pouvaient vivre à nouveau en tribu et écrire leur propre constitution. Aujourd'hui, il existe encore 326 réserves pour un total de 227 000 km², dans lesquelles vivent une partie des 547 tribus amérindiennes existantes aux États-Unis. Ils vivent de manière souveraine et ne sont pas sujets aux lois fédérales ni aux lois de l'État dans lequel ils se trouvent, bien que les réserves soient financées par le gouvernement. Malheureusement, malgré ces efforts, beaucoup de réserves vivent dans la pauvreté et la précarité, et beaucoup d'Amérindiens vivant là-bas sombrent dans l'alcool ou la drogue. Je ne peux pas non plus ne pas mentionner le désastre de l'assimilation. Les internats pour Amérindiens, qui ont été fatals pour leur culture, ont existé jusque dans les années 70. Et cette assimilation a perduré quand le gouvernement a mis en place un projet pour que des familles blanches adoptent des Amérindiens, séparés de leurs parents biologiques. Il reste encore énormément de chemin à faire, et j'espère sincèrement que les différentes cultures amérindiennes pourront être mieux mises en avant, et que les problèmes économiques et sociaux qui persistent cesseront d'être ignorés. Mais malgré tout, la culture amérindienne perdure, et les descendants font de leur mieux pour préserver leurs coutumes, que cela soit dans les réserves ou dans le reste des États-Unis. Dans l'actualité, on peut noter la nomination de Deb Haaland, membre de la tribu Pueblo, comme secrétaire de l'Intérieur, gérant ainsi les territoires fédéraux, y compris les parcs nationaux, et le Bureau des Affaires indiennes. Cela fait d'elle la première ministre amérindienne, et cela peut donner un peu d'espoir pour l'avenir. There were times in our history where people weren't proud of being Native American. Now we can be proud. Et c'est sur cette note positive, symbole des nuances de l'histoire et de la civilisation américaine, que je voudrais terminer cette série de vidéos. Comme nous l'avons vu ensemble, il est vrai que la conquête de l'Ouest ne peut se résumer à des cow-boys qui boivent du whisky dans des saloons et se battent avec des Amérindiens sauvages. Tous ces mythes ont été construits par la culture populaire, notamment dans nos westerns préférés. Ces récits sont biaisés, inexacts et souvent faux. Et les méchants indiens sauvages qui vivent dans des tipis sont en fait des centaines de tribus avec des cultures souvent très différentes les unes des autres, installés depuis des siècles qui ont été décimés par des Européens au nom de la destinée manifeste. Oui, l'histoire américaine, sur ses grandes lignes, est moche, au même titre que l'histoire de France ou de tout autre pays européen, à mon humble avis. Et d'ailleurs, tous les acteurs de l'impérialisme américain sont européens, et souvent même français. Mais ce que j'aime aussi dans l'histoire, c'est pouvoir lire entre les grandes lignes. Et derrière les grandes figures, les légendes et les mythes, il y a des millions d'êtres humains avec des croyances, volontés et intentions différentes. C'est pour cette raison que je vous ai raconté l'histoire de la famille Donner par exemple, une simple famille voulant un nouveau départ, qui ont donné leur vie. C'était aussi ça, l'Ouest, la promesse d'une nouvelle vie pour laquelle on pouvait tout donner. Et entre ceux qui voulaient tout s'approprier et ceux qui ne cherchaient pas plus loin que leur bonheur personnel, il y avait cette lueur d'espoir. Les naturalistes qui ont compris la valeur précieuse des ressources de l'Ouest, et grâce à qui aujourd'hui nous pouvons continuer à l'apprécier. Ou encore les artistes qui ont façonné la culture américaine. Tous ces gens sont aussi des icônes de l'histoire des États-Unis, et on a souvent tendance à l'oublier en ne voyant que les extrêmes. Bien sûr, il ne faut pas oublier les massacres, les inégalités, les violences, et souvent l'inhumanité. Et il faut préserver les histoires de ceux qui ont souffert. Et surtout, il ne faut pas penser que tout cela est loin derrière nous.
c'est en fait de l'histoire très moderne. Mais nos westerns préférés sont des fictions et devraient pouvoir être appréciés comme tels, tant que l'on sait à quel point ils s'éloignent de la réalité. Et nos road trips dans le désert peuvent continuer à nous émerveiller, à partir du moment où l'on a conscience de ce qui était là avant nous, et que l'on fait de notre mieux pour préserver sa beauté, ça va de soi. Si l'histoire ne peut malheureusement pas être changée, elle peut et doit être remémorée, puis utilisée pour comprendre le monde, la société, et mieux naviguer vers l'avenir. L'histoire est précieuse, surtout quand tant de personnes essaient de la réécrire. Je n'ai pas créé cette chaîne afin d'utiliser l'histoire pour dénigrer un peuple ou une culture, ni pour la célébrer, mais pour apprendre les nuances et les diversités qui ont construit les États-Unis afin de mieux comprendre l'Amérique d'aujourd'hui, qui personnellement me fascine. Merci à tous, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer mes prochaines histoires, à très bientôt.